sumérienne datant de plus de 4000 ans. C'est-à-dire que les mecs, il y a 4000 ans, étaient capables de faire un calendrier lunaire valable en plus. Alors que de nos jours, il y a des gens qui savent pas faire cuire des pâtes. Je crois que la population a régressé. Voilà, c'est assez fou de se dire ça. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, voilà, c'est... Ensuite, deuxième anecdote sur la pomme de terre. La pomme de terre en France, surtout la pomme de terre en Europe. La pomme de terre est très courante en Europe aujourd'hui, en effet. Pourtant, elle était autrefois considérée comme toxique et inappropriée pour la consommation, car elle faisait partie de la famille des belladone, une plante très venimeuse. En effet, d'ailleurs, pour compléter ce fait, il faut savoir qu'avant la pomme de terre était donnée seulement aux cochons. On ne la consommait pas. Et je sais plus à partir de quand, dans les années 1800 je crois, on a commencé à cuisiner la... Peut-être même avant. Ah je sais plus. C'est pas très... C'est pas super vieux qu'on consomme la pomme de terre. Vraiment. Donc voilà. Troisième anecdote. L'origine du sandwich. Le sandwich tire son nom de John Montagu, le comte de Sandwich, qui était un joueur de cartes passionné. Il aurait demandé à ses serviteurs de mettre de la viande entre deux tranches de pain pour qu'il puisse manger sans interrompre sa partie. Ce mec, dites-vous bien, ce mec, à travers son invention, nourrit tous les étudiants de France et d'Europe et du monde. Voilà, tout simplement, le mec, il avait pas envie de perdre du temps. Donc le comte de Sandwich, donc je pense que Sandwich devait être une... comment dire, une bourgade à peu près, probablement. Donc je savais pas, mais après la question c'est sandwich, ça vient d'où? Ça vient d'où? Je ne sais pas. Quatrième anecdote. Sur les premières lunettes. Les lunettes de vue ont été inventées au XIIIe siècle par un moine dominicain nommé Salvino d'Armat. Ouais, voilà. Donc les lunettes, ça existe depuis le XIIIe siècle. C'est vieux, on peut le dire, c'est vieux. Alors, honnêtement, je sais pas vraiment comment les mecs ils faisaient pour savoir la vue, genre comment savoir quelle lunette appliquer à qui. Mais voilà. Non, en soi ça m'étonne pas parce que les monocles, on sait que c'est depuis longtemps. Et en soi les loupes depuis très longtemps. Très 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 longtemps. Donc je sais pas. Le plus long règne d'une reine. Attendez, je me perds pas. La reine Victoria du Royaume-Uni a régné pendant 63 ans et 216 jours, soit le plus long règne de toute reine du Royaume britannique. Un record connu sous le nom de l'ère victorienne. Et du coup, la vraie question, c'est la reine Elisabeth, elle a pas battu ce record. La reine Elisabeth, elle arrive à quel âge sur le trône? Elle est arrivée... Je crois qu'elle était déjà... je sais pas, elle avait une vingtaine, elle avait 80... Ouais, elle a dû le battre, non? Ah non, peut-être pas. Ah si, je pense. Bonne question. Je ne sais même pas, je ne peux pas vous dire. Je sais pas. Mais bon, du coup, apparemment, si, à moins que le truc n'a pas été mis à jour, ce qui m'étonnerait quand même, ça voudrait dire que ça aurait été la reine Victoria qui aurait eu le plomb. En vrai, 63 ans, les gars, on se rend pas compte. Mais pour l'époque, déjà 63 ans de règne, on va partir du principe qu'elle est montée sur le trône au plus bas à 10 ans. Parce que ça pouvait arriver à l'époque. Bah, ils avaient des tuteurs. C'est-à-dire qu'elle avait minimum 73. Bah, quasiment, et 216 jours, donc quasiment 74 ans. À l'époque, c'est extrêmement vieux. On sache bien, c'est énorme. C'est fou. Voilà, donc c'est des petites anecdotes comme ça, les gars. C'est des petits faits historiques. Voilà, c'est court. C'est pour pas rentrer dans l'histoire pure. Voilà, c'est juste un petit complément comme ça. Un petit peu de culture générale. Donc les empreintes, voilà un petit fait sur les empreintes digitales. L'identification par empreinte digitale a été introduite par Sir François Galton au 19e siècle, donc dans les années 1800, mais par faute de moyens et de technologie. On a seulement pu, ça fait seulement que quelques dizaines d'années qu'on puisse les utiliser. Voilà, c'est pour ça que énormément de meurtres qui s'est passé au
Ouais, celle-là, je connais. Maintenant, je vais vous parler d'une guerre. Une guerre qui s'est passée en Australie en 1932. On l'appelle la guerre des émeux. Donc, en Australie, une guerre a eu lieu contre les émeux. Donc, ce sont des grands oiseaux, c'est vraiment des très grands oiseaux indigènes. Voilà. Les militaires ont été déployés pour lutter contre une invasion d'émeux, mais ont finalement dû abandonner la guerre, car, d'après les rapports, les oiseaux étaient trop agiles. Vous vous rendez compte qu'en 1932, les mecs, ils avaient des fusils. Ils étaient pas capables de tuer des oiseaux, c'est fou quoi. Voilà, ils ont perdu contre les oiseaux parce que soi-disant l'oiseau est trop agile. Ça tue, en vrai. Moi je trouve ça drôle. Ah, petit fait historique sur un bâtiment très connu ma foi. Sur la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà. Et surtout sur la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Bien que l'idée populaire soit que la bibliothèque d'Alexandrie ait été détruite en une seule fois. En réalité, sa perte est due à une série d'incendies, de pillages et de dégradations survenus pendant plusieurs siècles. Et ben en vrai ça ne m'étonne pas. Parce qu'à l'époque, les bâtiments qui ont disparu, ils le disent, c'est pas possible qu'ils ont disparu. Enfin, souvent c'est pas en une seule fois, voilà, c'est ça. C'est souvent, exemple, il y a eu un incendie, ils commencent à le rebâtir, il y a un pillage, ils commencent à repartir, il y a un incendie. À l'époque c'était la merde les gars, c'était la merde. Bah surtout que, dites-vous qu'à l'époque ils aimaient bien tout ce qui était un peu avec le fer, les statues et tout. Et donc du coup, voilà, je sais pas, exemple, le temple de Zeus ou Poséidon, tu sais, exemple Poséidon il avait un trident. Un trident, généralement, des fois c'était en fer ou c'était des trucs comme ça, vous voyez pas. Et le problème, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de paratonnerre. Et après on se demande pourquoi ça prend feu. Mais bon bref, c'est comme ça. Maintenant, petite anecdote sur notre chère Tour Eiffel. Sur n'importe quoi, sur notre chère statue de la liberté. Donc la statue de la liberté a été conçue en France par le sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi et a été offerte aux États-Unis en 1886 pour célébrer le centenaire de l'indépendance américaine. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. La Tour Eiffel est verte, mais de base elle est marron, je crois. La vraie couleur de la Tour Eiffel c'est marron, si je me trompe pas. Parce qu'il me semble que, je me trompe peut-être, mais je pense pas. Elle est verte, genre elle doit être verte de cuivre ou d'un matériau qui s'est oxydé avec la mer, et du coup elle est devenue verte. Il me semble que c'est un truc dans le genre. Voilà, parce que du coup vert n'est pas la vraie couleur de la statue de la liberté. Voilà. Et ça a été fait par du coup c'est Frédéric Auguste Bartholdi, et c'est par les trucs Eiffel, par la société Eiffel, ma foi, vous comprendrez. Alors maintenant on va parler d'un truc que je connaissais pas, la guerre des empaquetages. Donc en 1967, l'artiste Christo et sa femme Jean-Claude ça fait très fun, ont emballé la statue de l'arbre. Alors, ils ont emballé la statue de l'arbre de la liberté à Paris. Plus tard, le Pont Neuf dans le plastique. Cette forme d'art est devenue célèbre dans le monde entier. J'ai pas tout compris. Donc en 1967, l'artiste Christo, qui est très connu d'ailleurs, l'artiste Christo, et sa femme Jean-Claude ont emballé la statue de l'arbre de la liberté à Paris. Plus tard, le Pont Neuf dans du plastique. Cette forme d'art éphémère est devenue célèbre dans le monde entier. Je n'ai rien compris au fait ce truc. Pourtant je les ai lus, mais j'ai dû louper celui-là. Parce que j'ai sectionné, il y en a j'ai enlevé, voilà. Mais j'ai rien compris celui-là par contre. Vraiment pas, excusez-moi. Ensuite, fait suivant. Le premier film de l'histoire. Le premier film jamais réalisé est L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, créé par les frères Lumière en 1895. Lors de sa première projection, on raconte que le public a paniqué en craignant que le train allait les percuter. Et oui, quand on voit un train sur nous, arriver sur nous, bon, c'est pas grave, genre on sait que c'est à la télé, mais pour eux, c'était la toute première fois. Dites-vous
mecs sont en noir et blanc et tout d'un coup vous voyez la couleur. Genre, eux ils s'en rendent pas compte. Mais j'avoue que ça devait faire vachement bizarre. Ça je l'avais. Ah non, celui-là je connais pas. La guerre des émouleurs de pierre. En 1296, la vieille italienne de Bologne a fait la guerre à la ville de Modène pour obtenir le contrôle d'une carrière de pierre à aiguiser. Courant, petite bataille de territoire, ça arrive. Ça arrive. Anecdote suivante. Est-ce que vous savez, est-ce que vous saviez que avant il existait des procès contre les animaux? Tout à fait. Au Moyen-Âge, je crois que le dernier procès remonte à 1200, dans les années 1200, je crois. Donc au XIIIe siècle. Je crois que ça doit être ça. Et exemple, le dernier procès, c'était un cochon. En fait, un cochon, un jour, en se baladant dans une allée, a percuté, je crois, un bébé et l'a tué sans faire exprès. Il y avait un bébé à terre, un enfant, je sais plus, l'a écrasé, je sais pas quoi. Triste, vous me direz. Et du coup, à l'époque, on pouvait juger les animaux, voilà. Donc le cochon a été emmené au tribunal. Ça a pris plus de 9 jours de tribunal pour juger le cochon. Parce qu'à l'époque, on donnait une entité aux animaux. Parce que puisque les animaux ont été faits par Dieu, donc ce sont des êtres, voilà, à part entière. C'était l'église qui jugeait les animaux. Et le cochon a été condamné à la pendaison. Il a été condamné à la pendaison, mais il a été demandé à ce que le cochon soit habillé. Donc en fait, à l'époque, ils avaient créé un costume d'enfant pour le cochon. Donc voilà qu'on fait quoi maintenant, on est surpris, on dira les gens ils ont déguisé leur chien, bah ils le faisaient déjà au 1200. Et il a été demandé à toutes les personnes du village, du village, il a fait quoi, d'amener leur cochon à l'exécution pour montrer à leur cochon ce qu'il ne fallait pas faire. C'est là où on peut se dire que peut-être qu'à l'époque, ils prenaient certainement plus en considération les animaux que maintenant. Parce qu'il y avait vraiment une personnification de l'animal. Voilà. Un peu comme si l'animal était un peu l'égal de l'homme à l'époque. On dirait pas, mais c'est vrai. Fait suivant. Le savez-vous que la Joconde a déjà été volée? Tout à fait. En 1991, la célèbre peinture La Joconde, voilà, de Leonardo da Vinci a été volée au musée du Louvre et elle a été retrouvée 2 ans plus tard. De souvenirs. Le mec il l'avait volé mais c'était resté sur Paris, il comptait la revendre. Un truc dans le genre. Je me souviens plus, je la connaissais bien l'histoire, je m'en souviens plus. Excusez-moi. Ah celle-là je la connais aussi. Fait sûr. Êtes-vous au courant que les pyramides de Gizeh étaient autrefois blanches? En effet. En fait les pyramides étaient recouvertes de calcaire. En fait les pierres au-dessus c'était du calcaire. Ce qui fait que c'était des blancs en fait. Et ça reflétait la lumière. Donc on dit que les pyramides brillaient au soleil. Et vu que elles étaient toutes blanches, et je sais pas si vous êtes au courant, mais au sommet de la pyramide, le triangle, je sais pas si vous voyez une petite délimitation, et ben il est en or, normalement il est en or. Et donc forcément ça faisait blanc et or, voilà, ça reflétait, on voyait que ça à l'époque. Voilà. Ensuite, petit fait suivant sur la guerre de l'omelette. Voilà, il faut savoir qu'en 1832, il y a eu des querelles entre une ville de Californie et des résidents de Santiago, une autre ville, qui s'est trouvée. Ils ont décidé de se battre, non pas à la main, mais en se balançant des œufs, tout simplement. Ils se sont battus, on compte plus de 1000 œufs qui ont été lancés sur les gens, tout simplement. Alors qui a gagné, je sais pas la référence, je sais pas qui c'est. Ah, intéressant, on va parler un peu de Barbe Noire, le célèbre pirate. Le célèbre pirate, excusez-moi. Donc, maintenant, l'histoire, c'est le pirate qui a été gouverneur. Le pirate Edward Teach, le plus connu sur le nom de Barbe Noire, a été élu gouverneur d'une petite colonie de Caroline du Nord en 1718. Et ben je ne le savais pas. Voilà. Donc Edward Teach, gouverneur d'une petite colonie de Caroline du Nord en 1718. Et c'est étonnant. Bon, vrai. Parce que généralement c'est pas le délire des pirates de s'installer. Voilà, généralement ils pillent les colonies. Donc bon, après je ne sais pas tout. Petit fait suivant sur le commerce triangulaire. Êtes-vous au courant que en fait là je l'ai en tête.
je l'ai pas marqué, mais je la connais, l'histoire. Êtes-vous au courant que quasiment tous les natifs américains, qui sont dits natifs américains en Amérique, ne sont pas réellement des vrais natifs américains. En effet, quand les colons sont arrivés et ils ont commencé à exploiter les peuples indigènes sur place, ils sont arrivés avec leurs bactéries, leurs maladies, et ont en fait tué plus de 99% des natifs américains. Les vrais natifs américains sont tous morts, tous les esclaves. Et le problème, c'est qu'en manque de main d'œuvre, ils ont dû aller chercher en Afrique. Donc en fait, le commerce triangulaire a commencé à cause des colons, de base, commencé à cause des colons, on soit bien d'accord. Mais parce qu'ils sont venus avec des maladies qui les ont tués aux indigènes. S'il n'y avait pas eu les indigènes, ils n'auraient pas été cherchés en Afrique. Tout simplement. Voilà. Tout ça à cause de maladies. Ah, sacré Covid. Oui, celle-là, je la connais aussi. On va parler de l'homme qui a survécu à 2 bombardements atomiques. En effet, on va parler de Tsumatsu Yamaguchi. Voilà, qui est le seul homme à avoir connu et survécu aux 2 bombardements atomiques. Donc, il était dans la ville, donc dans les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Il était dans la première ville qui a explosé, il a réussi à survivre. Il a eu la chance. Le mec, il est parti, il s'est réfugié dans l'autre ville. Bon, à se demander si en fin de compte, ce ne sont pas les Américains qui cherchaient à le viser. Qui sait, après tout. Fait suivant, le garçon dans une bulle. Je la connais pas. David Vedder, atteint d'une maladie rare, a passé toute sa vie dans une bulle stérile pour éviter toute infection, et ainsi devenu le garçon dans une bulle. D'accord, en vrai ça m'étonne pas, parce que surtout à l'époque, quand il y avait une maladie qu'on connaissait pas trop, encore maintenant on a pas mal de réticence sur les maladies qu'on ne connaît pas, ce qui est normal, ma foi, vous me direz. Voilà, c'était assez extrême. Donc le mec il l'a foutu dans une bulle, toute sa vie dans une bulle. Bon, d'accord, pourquoi pas. Ah non, ça les émeutes, j'ai déjà lu. Voilà. Ensuite on va parler de la fameuse guerre des pâtes. Très simple, très court. En fait, en 1789, à Naples, il y a eu une révolte populaire contre les impôts qui devaient être sur les impôts qui devaient être appliqués sur les pâtes. Et les Napolis, n'étant pas trop contents, se sont révoltés. Voilà, tout simplement. Donc on a surnommé ça la guerre des pâtes. Voilà. D'ailleurs, petit fait historique en plus que j'ai rajouté. Suite à la mort de Louis XVI, à la décapitation de Louis XVI, comme vous savez, la France n'était plus gouvernée par un roi. En fait, il n'y avait plus de royauté en France. Sauf que, petit problème, tous les pays aux alentours de la France voulaient restaurer la monarchie en France et avaient peur que dans leur pays, les personnes se révoltent aussi contre la monarchie. Donc du coup, tous les pays qui ont encerclé la France, donc l'Espagne, bon, bref, vous voyez tous les, enfin, faut prendre les anciennes gardes, bref, tous les pays ont envoyé des soldats, des armées entières, équipés, entraînés, tout ça. Les Français, qui n'étaient pas du tout soldats, équipés de fourches en sous-nombre, voilà, pas du tout entraînés à la guerre, ils ont repoussé toutes les batailles. Et quand je vous dis toutes les batailles, il y avait plein de batailles partout, partout sur toutes les frontières, il y avait des batailles. Les Français ont repoussé toutes les batailles. Est-ce qu'on peut pas dire que la France, on est les meilleurs, tout simplement? Voilà, même sans armes, même moins d'hommes, et même pas entraînés, on gagne. On est des vrais dieux vivants, c'est incroyable. Maintenant, fait suivant sur le tout premier ordinateur. Le tout premier ordinateur est appelé l'ENIAC, donc E-N-I-A-C. Il pesait plus de 27 tonnes et mesurait 30 mètres de long. C'est énorme. 27 tonnes, 30 mètres de long. D'ailleurs, j'avais vu, il y avait des cartes mémoire de 1 MO, les amis. C'était des blocs, c'était énorme, des palettes entières. Enfin, c'était énorme sur une palette et tout. Les mecs ils poussaient des trucs qui faisaient je sais pas combien de kilos, des centaines de kilos, voilà. Genre pour 1 MO. Maintenant les gars on parle en Tera. La dinguerie. Passons au truc suivant. Alors, celui-là j'ai dit. Hop. Le bateau piégé. Le bateau piégé dans une montagne. En 1908, un navire de guerre russe, le cuirassé Novorossiysk a été endommagé par une mine et a fini par être coincé dans une montagne en mer Noire.
je sais pas faire tenir plus de 2 cartes l'une sur l'autre. À la rigueur, quand on vient même, j'arrive pas à l'ouvrir. Si je mets la troisième, ça c'est cool. Et les mecs, ils ont fait ça sur 2 millions de cartes. À la fin, les mecs ils devaient être en train de trembler à mort. Je sais pas, j'aimerais bien avoir une photo, c'est dommage, j'ai pas de photo. Fait suivant, la guerre de 100 heures. En des 100 heures. 100 heures, voilà, je sais pas si vous comprenez. En 1969, le Honduras et le Salvador se sont affrontés lors d'une guerre de 100 heures après un match de foot tendu. Et oui, tout ça pour un match de foot, il y a eu la guerre. Est-ce qu'on est étonné? Pas vraiment. D'ailleurs, je me demande si le Royaume-Uni est pas l'un des pays qui a été en guerre le plus longtemps. Alors je sais plus ce que c'est, il me semble que c'est le Royaume-Uni. Et je sais plus quel pays ils ont été en guerre pendant plus de 300 ans. Vous me direz, comment ça? En fait, c'est une guerre que les gens oublient que c'est en guerre. Il y avait eu une histoire, je crois, d'un cochon, encore une fois, ou d'un animal qui avait traversé la frontière de l'autre, ou qui avait fait... Non, c'est pas le Royaume-Uni, c'est peut-être le Royaume-Uni. Je sais plus c'est quel pays. Bon, je vous raconte vite fait. Je sais qu'il y avait 2 pays côte à côte frontaliers, et il y avait un cochon qui avait traversé, et le fermier de l'autre a tué le cochon, sauf que la bête appartenait à l'autre pays, donc du coup, ils sont rentrés en guerre, il y a eu des trucs de guerre, et en fait, voilà, ça s'est arrêté là, l'histoire. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais eu de traité de fin à cette guerre, et donc c'est 300 ans plus tard qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient toujours en guerre, voilà. C'est un truc dans le genre, faudrait aller regarder, ça peut être intéressant à revoir tout ça. Ensuite, l'éclipse solaire qui a résolu une guerre. En 585 avant Jésus-Christ, une éclipse solaire totale a mis la fin à une bataille entre les Mèdes et les Lydiens, ce qui a conduit à la conclusion d'un traité de paix. Étonnant, mais dommage qu'on ne sache pas comment ça a réglé le problème. Je ne sais pas. Probablement un truc de prédiction en mode oui, je sais pas, genre quelqu'un qui dit oui bah on fera la paix que si je sais pas, le soleil se couche maintenant. Ah, et hop, éclipse. Et les mecs sont dit oula, signe des dieux, oui, ça doit être sûrement un truc dans le genre, je pense. Il y a de fortes chances. Souvent à l'époque, des fois sur une connerie, ça se passait vraiment. Truc suivant. La guerre du port. En 1859, la guerre du port a éclaté entre les États-Unis et le Canada. Vous voyez, je vous l'ai dit. Je savais même pas qu'elle était là. A éclaté entre les États-Unis et le Canada en raison d'une dispute frontalière pour un port. Voilà. Donc elle a pas duré 300 ans. Me tromperais-je? Alors celle de 300 ans, c'est une autre histoire. Mais je savais qu'il y avait un truc avec une frontière et une port. Excusez-moi les gars, j'ai mélangé des histoires. Mais en soi, j'étais pas trop fou. Et il me semble que cette histoire, ils l'ont oubliée pendant longtemps. Et après, ils ont décidé de régler ce problème. Ensuite, on va parler de la guerre des Sox. En 1964, les îles Matsu, contrôlées par Taïwan, ont lancé une opération militaire contre l'île de Quemoy en Chine, à la suite d'une querelle sur une paire de chaussettes. Comme je sais pas si vous vous rendez compte, la guerre pour du porc, la guerre pour des pattes, la guerre pour des oiseaux, la guerre... En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, les gens sont capables de rentrer en guerre pour rien. Je sais pas. Je trouve ça fou pour une paire de chaussettes, les gars. Dinguerie. Ensuite, la plus vieille recette de bière. Une recette sumérienne vieille de 3900 ans est considérée comme la plus ancienne recette de bière connue. 3900 ans, les gars. Donc soit 100 ans avant, pas 100 ans après le calendrier sumérien. Assez intéressant. Donc la bière a plus de 3900 ans. Voilà. Alors si je me trompe pas, c'est quoi? C'est la C64. Donc c'est depuis 1664. Et c'est laquelle bière? Ah je sais plus. J'ai plus le nom. Je revois l'affiche mais j'ai plus le nom de la bière. Bref, il y a une bière qu'on trouve en magasin et en fait elle a été faite par des moines dans les années 1070, un truc dans le genre. Donc la bière est super vieille, mais je sais plus c'est quoi. Je sais plus, excusez-moi pour cette histoire
Et ensuite on va terminer par la dernière histoire, la fête des lunes en 1750.